Seul a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de celui qu'on a surnommé le Marco Polo arabe, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Lawati al-Tanji, connu sous le nom d'Ibn Battuta. Oui. C'est peut-être plus simple comme oui, ça, c'est non? peut-être ce qu'on va garder, Ibn Battuta. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez du mal à dire son nom à tiroir, mais c'est vrai qu'il est peu connu. Parce que fils de. Voilà. Soupe à l'oignon et crouton. Soupe à l'oignon, je vois pas le rapport. Bah si, parce que c'est les noms espagnols dans Astérix en Hispanie. Dans son Sur le pont d'Avignon, on rajoute tous les patronymes. Bon, bref, parenthèse qui n'a rien à voir. C'est vrai qu'Ibn Battuta est très peu connu en dehors du monde hispanique. Oui. Et il a tout de même passé la moitié de sa vie à parcourir le monde. Alors oui, lui, il était à pied, à dos d'âne, en caravane de chameaux, en bateau. Et il va voyager pendant 30 ans et parcourir quelques 121 000 kilomètres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Comment est-ce qu'on devient un grand voyageur au XIVe siècle? Chez les Polos, par exemple, on était marchands. Marco Polo meurt en 1324. Ibn Battuta, lui, naît en 1304. Vous voyez, ils sont à peu près contemporains. Alors, Ibn Battuta, lui, c'est pas du tout une famille de marchands, c'est une famille de juges islamiques. Il est donc un lettré. Et donc, dans toutes les terres contrôlées par les musulmans, son statut d'érudit de l'islam lui vaudra l'hospitalité des habitants. Et non seulement ça, mais en termes plus contemporains, ça lui permettra de trouver systématiquement un bon job. Dès qu'il arrive en terre musulmane, je suis lettré, je maîtrise le Coran, allez, j'ai besoin de gagner ma vie, et ça fonctionne. En 1325, en fait, pourquoi part-il? Au départ, il a 21 ans. Eh bien, tout simplement, comme tout bon musulman, il décide de faire son hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Et pour s'y rendre depuis le Maroc, il doit traverser l'Égypte et la Syrie. Alors il commence à voyager tout seul à dos d'âne, et puis il se rend vite compte que la route est accidentée, infestée de bandits. En plus, ça commence très très mal, parce qu'au début de son voyage, il tombe malade. À un moment, il est si fiévreux qu'on doit l'attacher à sa selle pour éviter qu'il se casse la figure. Là, il aurait pu être dégoûté définitivement des voyages, mais il a traversé des villes tellement extraordinaire, Alexandrie, Le Caire, Jérusalem, il est absolument fasciné. Et si fasciné que même une fois qu'il a terminé son pèlerinage à la Mecque, il n'a plus aucune envie de rentrer chez lui. Il a pris goût à la découverte, à la rencontre, et donc il décide de continuer ce voyage. Et en effet, sa vie entière, quasiment, ne sera qu'un éternel voyage. Il va visiter la Perse, l'Irak, il s'aventure au nord de l'actuel Azerbaïdjan, il va au Yémen, là il voyage en mer jusqu'à la Corne de l'Afrique, il va jusqu'à Mogadiscio en Somalie, il plonge sous l'équateur, il explore les côtes du Kenya et de la Tanzanie, mais c'est un périple absolument insensé. Alors de quoi vit-il pendant ce temps-là? Je le disais, son statut d'érudit islamique lui vaut l'hospitalité de tous. On le comble de cadeaux, vêtements, chevaux, concubines, donc il paye rien, esclaves, il ne paie rien du tout. Puis si vous voulez, en plus on peut être un globe-trotteur et avoir une vie privée. Il se marie dès sa première année de voyage. Ce sera la première épouse d'une longue série de 10. Et à chaque fois qu'il quitte... Il les emmène... Non, il divorce. Il les laisse sur place. Il divorce, il les répudie. À chaque fois qu'il doit changer de pays, si vous voulez, à la fois c'est un peu raide pour les dames, mais en même temps c'est une façon de leur expliquer qu'il ne faut pas jouer les Pénélope. Ne m'attendez pas, je ne reviendrai pas. Mais du coup, elles sont là toutes seules? Oui, mais peut-être que... Alors là, j'ignore les détails de ces mariages un peu bizarres, mais peut-être que d'avoir été l'épouse d'un grand érudit de l'islam, ça leur vaut de continuer à jouir d'une certaine situation. Je l'ignore. En tout cas, il s'est marié 10 fois, Ibn Battuta. Alors évidemment, quand il quitte l'Afrique, allons donc en Inde. Il traverse la mer Noire. Il rentre dans le domaine d'un khan de la Horde d'Or, connu sous le nom d'Ouzbek. Et il va accompagner l'une des épouses de ce khan à Constantinople. À Constantinople, il visite Sainte-Sophie. Et c'est la première fois de sa vie qu'il visite une grande ville non musulmane. Et là, il est stupéfait. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises
l'Église chrétienne absolument partout à Constantinople. Et il n'a jamais imaginé, parce qu'on est dans les préjugés vis-à-vis des autres et de la différence. Donc il n'imaginait pas que les chrétiens puissent être aussi fervents que le sont les musulmans. Puis l'Afghanistan, puis l'Inde, il arrive en Inde en 1334, il obtient un emploi de juge à la cour du puissant sultan Muhammad Tughlouk, et il y reste un certain temps, parce que vous voyez, il voyage 30 ans, mais parfois il s'arrête, là, il va y rester quasiment 7 ans, et c'est ce grand sultan qui va le désigner comme son envoyé à la cour mongole de Chine. Il lui confie une caravane avec des centaines d'esclaves et des cadeaux. Alors là, c'est une véritable épopée extraordinaire, parce qu'une Battuta est kidnappée, on lui vole toute sa caravane, il arrive à embarquer à bord d'un bateau qui est pris dans une tempête. Enfin, c'est vraiment, là, c'est tellement épique que c'est à peine croyable. Mais là, quand il est dépouillé de tout, c'est difficile de revenir chez son sultan les mains vides. Donc il se dit, poussons un peu plus loin. Et alors il pousse jusqu'aux Maldives, dans l'océan Indien, mais puis le Sri Lanka, la Chine. Alors là, une fois qu'il arrive en Chine, il se dit, bon allez, ça y est, là, les cocos, j'ai atteint le bord du monde connu, ça commence à bien faire. Donc là, il retourne chez lui, au Maroc, à Tanger, en 1349. Mais comme entre-temps, ses parents sont morts, il se dit, bon, allez, une dernière petite escapade. Allez, hop, 5 ans en Espagne, jusqu'à Tombouctou, en passant par le Sahara. Et lorsqu'enfin, il se fixe définitivement au Maroc en 1354, alors là, le sultan lui dit, bon, écoutez, vous avez voyagé pendant 30 ans, vous avez fait 3 fois le tour du monde, vous pourriez peut-être écrire un peu votre histoire. Il avait pris quelques notes, mais pas grand-chose. Et le sultan lui ordonne de dicter son histoire à un écrivain nommé Ibn Juwazi. Résultat, une histoire intitulée La Rila. La Rila, ça veut dire voyage. C'est le regard sur le monde de ce voyageur du XIVe siècle qui a vraiment, vraiment tout vu. On pense qu'il est mort quand même chez lui, dans son lit de mort au Maroc vers 1368. Mais en tout cas, messieurs, la prochaine fois qu'on vous demande qui fut le plus grand voyageur du XIVe siècle, quand même, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'ajouter Battuta à Marco Polo. En plus, ça sera la classe parce que personne ne le connaîtra, donc on se dira vraiment Stéphane, vous n'allez pas dresser quand même, vous donnez que le nom de famille. Oui, Battuta, voilà. c'est plus difficile. Battuta, gardez juste Battuta.